pourquoi ça va être cool et pourquoi vous devrez rester avec moi pendant ces quelques minutes ensemble, c'est que vous allez voir en fait c'est quoi une culture. Vous allez voir aussi avec moi du coup pourquoi c'est important et quels sont les leviers pour pouvoir changer une culture. Donc je tire ces apprentissages de mes expériences, mais aussi du livre Accelerate en fait que j'aime beaucoup, que vous aurez pu sûrement découvrir ce matin aussi dans les ateliers. Rendre à César ce qui est à César. Je ne serais pas là si Laura et Audrey n'étaient pas là. Donc voici Laura, je vous présente Audrey. Normalement, elles devraient être avec moi, mais elles ont d'autres contraintes pour pouvoir faire le talk en fait ensemble. Mais en tout cas, la genèse, en fait, je vous raconte dans 10 secondes. C'est venu suite à un apéro post-organisation Agile Laval, puisque j'étais organisateur Agile Laval. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, en fait, au fil des discussions, que on avait des pratiques qui étaient similaires et des pratiques qui impactaient directement la culture, que ça devenait impossible de ne pas partager. J'ai la chance aujourd'hui, contrairement aux autres fois où je l'ai joué, vous avez la chance. Aujourd'hui, j'ai l'équipe dans laquelle j'évolue. On est à peu près 10. Et il y a 5-6 personnes qui sont là aujourd'hui. J'ai la super chance de les avoir. Ce qui fait que je ne peux pas raconter de conneries, en fait. Et en fait, ce sont mes super-héros du quotidien. J'aimerais qu'on les applaudisse juste. C'est mes super-héros. Yeah. Voilà, ce qui est à César à César. Comment ça va à Nantes? Ok. Ça a l'air. C'est un petit ouais quand même. C'est l'après-midi, c'est la digestion. Hein. Qui se retrouve dans l'image de gauche? Non? Dans l'image de droite? Dans les deux? Ouais, profitons de cette énergie à un moment donné, comme les sportifs en fait, qui devant un défi, donc vous êtes mon défi aujourd'hui, s'encourager mutuellement. Ça vous dit de faire un petit bruit collectif ensemble? L'objectif, c'est de faire le maximum de bruit. Vous pourrez vous servir de vos pieds, et si vous n'êtes pas OK, vous pouvez ne pas le faire. C'est pour ceux qui se le souhaitent uniquement. Avec moi? Merci. Je vois que vous êtes chaud là. C'est un peu plus chaud que tout à l'heure en fait. C'est bien. Je vais vous emmener en voyage. Ça vous dit de continuer là-dessus? Je vais vous emmener en voyage à 10 000 km. Je viens de Madagascar et là-bas, on a un icebreaker en fait pour haranguer les foules et pour dynamiser un peu. Et c'est exactement pareil. Donc les consignes, c'est exactement pareil. Les deux mains. Et quand vous joignez les deux mains, vous faites le maximum de bruit. OK? C'est OK pour les consignes? Donc moi, pareil, ici, je vais faire des injonctions comme ça, et puis vous, vous y allez, quoi. Good? Pas d'objection? OK. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est complètement OK. OK, prêt? 3, 2, 1. Alamaku! Alamaku! Averenu! Averenu! Atambar! Atambar? Je vois qu'il y en a une qui suit, mais c'est bien. Les autres sont perdus. Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait le mec là? Il nous a insultés ou quoi? On est dans une conf pro et quelle impertinence, quelle insolence. Je vois, il y en a deux au fond, ils ont déjà commencé à googler le truc. Est-ce que ça existe vraiment? Ok, maintenant que j'ai votre attention, salut, moi c'est Yad. Rambelun Salam. Donc, je viens de Madagascar, vous l'avez déjà vu. Et aujourd'hui, je me présente devant vous en tant qu'humain. Pour ceux qui en ont besoin, parce que je sais que c'est super important pour certains de savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai mis le QR code, vous pouvez scanner. Mais en tout cas, pour ces quelques minutes devant vous, ce talk, cet apprentissage, je suis vraiment là en tant qu'humain et j'évolue au sein des 10 autres humains. Et pour vous raconter cette expérience, il faut savoir que moi, en tant qu'humain, j'ai 3 cultures en moi qui se tiraillent en fait au quotidien. Donc, de temps en temps, vous m'entendrez parler malgache pendant cette conférence. Check. De temps en temps, je vais parler français, mais ça, c'est OK. Et je suis désolé, de temps en temps, il y aura peut-être des anglicismes qui vont… parce que je viens de Madagascar, j'ai fait mes études en France et j'ai bossé en Angleterre un peu beaucoup. Ce qui fait que,
mes collègues, ils le savent très bien, pendant les réunions, ça sort tout seul. Et puis, mais vous allez m'aider pour dire comment on dit ça en bon français. Il n'y a pas que là où il y a le choix difficile. Même pour ce talk, en fait, il y a eu un super choix difficile. Rien que pour l'icebreaker. Donc, j'aimerais refaire, parce que tout à l'heure, il y avait tout le monde qui était un peu perdu, qui ne savait pas quoi faire. Si je vous ramène sur quelque chose de plus proche, c'est-à-dire pas à 12 000 km, mais quelque chose que vous connaissez un peu, est-ce que si je refais les mêmes mouvements, et c'est là où je vais envoyer une petite vidéo pour vous aider, parce que je suis sympa. OK? Ouais. Ouais. Merci. Je vois que c'est plus à l'aise que tout à l'heure. Hein. Il y a des puis il y a des c'est en rythme, c'est cool. Tout ça pourquoi? Là, j'aurais besoin de vous. À votre avis, c'est quoi la plus belle définition de la culture suite à ce qu'on vient de vivre? OK, je vous aide un peu. Premier indice. C'est quoi la plus belle définition de la culture? Donc là, c'est un boarding gate, un port d'embarquement d'un aéroport. Là, vous l'aurez compris que c'est devant les feux de passage piéton. La plus belle définition de la culture? Ou la définition de la culture? Symbole commun, référence commune. Symbole commun, référence commune. OK. Quoi d'autre? Respect? Ouais, respect des signalisations. Oui? Identité? OK. Identité. Il y avait encore un dernier? Une dernière? Ce qui se partage de manière universelle? Ouais, intéressant. Parce qu'effectivement, est-ce que ça marche ça? Ouais. Ici, donc vous l'aurez reconnu, c'est au Japon. Est-ce que universellement, on se comporte pareil au Japon et en Italie devant ça? OK. OK, en effet. On a ces histoires de dit et de non-dit, d'accord? Donc j'ai entendu tout à l'heure, référence commune, effectivement, valeurs communes, valeurs partagées. Il y a aussi du coup tout ce qui est règles implicites, comment on fait les choses, d'accord? Donc on ne fait pas les choses pareilles au Japon qu'en Italie. Mais moi, en fait, quand j'ai étudié tout ça, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est cette définition qui est de dire la culture, c'est ce qu'on fait quand on ne vous dit pas quoi faire. Ça fait écho du travail ou pas? Ou tout d'un coup, j'ai envoyé du rock et ça y est, ça... Donc la plus belle illustration, c'est avec les enfants. Vous voyez les enfants? Vous leur donnez un téléphone factice. Pas besoin que vous leur donniez la consigne. Ils vont vous imiter et puis ils vont y aller par mimétisme. D'accord? Donc ça se passe pareil dans le monde du travail. Dans le monde du travail, les super indicateurs sur la culture d'une entreprise, c'est les stagiaires. Donc comment les stagiaires ils arrivent à observer comment les stagiaires ils se comportent, comment les stagiaires ils font le travail, comment les stagiaires finalement, alors je dis stagiaires, mais toutes les personnes nouvelles qui viennent, qui intègrent, regardez comment ils font le travail, comment ils se comportent en fait. Et finalement, ça va être l'indicateur parce que par mimétisme, ils vont copier ce qui se fait ici. OK pour tout le monde, ça? OK. Donc, on a vu la plus belle définition de la culture, mais qu'est-ce qu'une belle culture? Ah,
Il y a des études qui ont été menées par Google. Donc, ils ont étudié, en fait, qu'est-ce qui font que les organisations sont performantes et tout ça. Et donc, ça s'appelle leurs études, c'est Rework. Bon, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est assez vieux maintenant. Mais ce qui en sort, en fait, c'est que les organisations les plus performantes sont les organisations où il y a la sécurité psychologique avant tout. Donc, sécurité psychologique, c'est oser être soi-même, oser prendre des risques, sans que ça puisse porter préjudice à soi-même. D'accord? Oser s'exprimer, oser faire des choix, affirmer son identité, sans que quelqu'un ou quelque chose dans l'organisation vienne perturber ou oppresser ceux dont on est là. Et puis le MIT, il a fait aussi une étude comme quoi, qu'est-ce qui serait le plus important quand on parle de culture d'entreprise pour les personnes, en fait. Donc, ce qui sort de l'étude qu'ils ont fait, le MIT, j'envoie la référence à la fin, si vous avez besoin de la référence. Ce qui en sort, c'est que finalement, toute cette partie respect que j'ai entendue tout à l'heure, effectivement, est beaucoup plus importante quand on parle de culture que les compensations financières, que l'ambiance au travail. Bien sûr, ça en fait partie, mais le plus important à hauteur de donc voilà 17,9% par rapport au panel qu'ils ont pris, c'est cette notion de respect de soi et du travail. Vous allez me dire, Yad, oui, c'est des chiffres, on fait parler les chiffres, c'est normal. On verra tout à l'heure. Mais partons sur l'importance de la culture. En quoi est-ce un sujet, en fait, finalement, cette culture? Ben, tout à l'heure, on a vu que dans les espaces publics, en fait, il y a une certaine façon de faire, mais dans les espaces privés aussi. Donc, si on reste au Japon, dans un resto japonais, on ne va pas se comporter pareil que dans un resto en France, par exemple. Ce n'est pas les mêmes comportements, c'est des règles, et on se rend compte qu'il y a certaines organisations où c'est bien vu de manger avec la main, et d'autres organisations où, au contraire, c'est super mal vu de manger avec la main. Donc, finalement, les deux vont rester pourtant valides en fonction du contexte. Donc, en parlant des règles implicites, il y a aussi les règles du jeu dans un concert philharmonique, par exemple. C'est certains codes, certaines façons de faire qu'on ne retrouvera pas dans un concert de rock. D'accord? Pour faire écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et effectivement, ce ne sera pas la même ambiance dans chaque concert de rock non plus, puisque voilà, il y a des comportements qu'on ne va pas faire autres que Hellfest. Et ça se retrouve dans d'autres organisations, dans le sport. Vous le voyez beaucoup, en fait, cette notion dans les sports, il y a les rookies, les MVP, et c'est vraiment cette notion on monte les échelons, chacun sait ce qu'il doit faire, on n'a pas besoin d'avoir la règle dite ou de dire, oui, voilà, qu'est-ce que je fais? Non, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour changer les roues durant les courses. Et c'est pareil dans les autres sports, et c'est pareil pour les autres types de sports. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles, en fait, qui se positionnent directement dans le handisport, par exemple, qui ne sont pas les mêmes règles, qui ne sont pas les mêmes valeurs qu'on va revoir en fait dans le sport pour les personnes valides. Et donc finalement, on se rend compte que la culture, elle est partout en fait. Cette notion de culture, elle est partout et elle est aussi donc du coup présente dans notre travail au quotidien. Et elle est présente aussi dans chaque entreprise. Chaque entreprise a sa culture finalement. Cette conférence a une culture. Voilà, avec les têtes comme ça, etc. Là, tout d'un coup, vous êtes devenu studieux, on avait une culture, et là, c'est une autre culture qui s'installe, un peu en mode académique, mais on en reparlera après. Bref, il y a une culture partout. OK ? Ce ne serait pas complet, cette conférence, si je ne cite pas Peter Drucker, qui est un gourou du management, en fait, qui disait que la culture, en fait, elle mange la stratégie au petit-déj. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une stratégie, si on n'a pas la culture qui vient la sous-tendre comme un filet de sécurité pour que cette stratégie elle puisse faire des essais-erreurs et puis évoluer tranquillement, finalement, on n'atteindra pas l'objectif. Il y en a qui jardinent dans... Non? Si? Ouais? Peu? Alors, c'est OK si vous plantez le truc et le truc, il ne pousse pas. Hein. C'est OK, hein. Ça fait partie du jardinage aussi. Mais j'en fais partie. Mais vous voyez, quand la plante, en fait, elle n'est pas assez... On ne prend pas soin de la plante, on ne prend pas soin de la racine de la plante, d'accord? La plante, elle ne meurt pas tout de suite. La plante, elle va vivoter, en fait. Elle va rester là, puis elle va tirer la tronche, mais elle va rester là. Puis, de temps en temps, elle va repartir. Puis après, si on ne prend pas soin, pouf,
elle va rester là, elle va mettre du temps avant de vraiment mourir, en fait. OK? Bien sûr, vous l'aurez compris, que c'est pas ça l'objectif ici. L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on s'était dit en haut. Et pour cela, on a besoin donc de l'intangible qui est la culture. Tout à l'heure, je parlais de chiffres. Ils ont fait une étude, en fait, ici, Glassdoor, pour voir en France qu'est-ce qui est, du coup, garantit la satisfaction, moi, pardon, j'ai touché le micro, qu'est-ce qui garantit la satisfaction en tant que moi, je travaille, qu'est-ce qui est le plus gratifiant, finalement? On voit que c'est la culture. Et c'est intéressant de comparer, parce que je vous dis, j'ai 3 cultures, avec la partie anglophone, du coup. Donc, la partie anglophone, on se rend compte que c'est toujours le premier critère, d'accord? Pareil en Angleterre et pareil aux États-Unis et pareil hommes, femmes confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a que, alors je mets les liens aussi, mais il n'y a qu'en Allemagne où effectivement la notion de seniorité du leader, pardon, il n'y a qu'en Allemagne où cette notion de senior leadership prend le pas, d'accord? Et voilà, pour vous dire que c'est un sujet, c'est super important. Donc vous pouvez encore me dire, oui, Yad, mais c'est encore les chiffres, on fait dire tout ce qu'on veut aux chiffres, et je suis d'accord avec vous. Mais ça se traduit par ce qu'on a au jour le jour. D'accord? Ça se traduit par ce qu'on produit au jour le jour, en fait. Donc là, par exemple, vous avez ici à gauche le cockpit d'une voiture électrique que j'ai eu l'expérience de conduire une fois pour aller faire un trajet à Laval. Et effectivement, arrivé à un moment donné, la voiture n'avait plus de batterie. Et ça a bipé de partout. C'était infernal. Ça a tout de suite mis une ambiance de stress généralisée dans toute la voiture avec nous tous les occupants. Donc, quelque part, je me dis, l'être humain construit des choses pour l'être humain pour au finir stresser l'être humain. Et ça suit la loi, quelqu'un l'a théorisé, c'est Melvin Conway, en fait, qui dit tout ce qu'on produit, tout ce soit un service ou produit, finalement, ce sera à l'image de notre organisation et de la communication au sein de notre organisation. Donc, on vous le verrez de ce côté-là. Vous avez Apple, par exemple, où l'idée, c'est qu'il y a un tout-puissant, Google, où c'est vraiment chercher à la simplicité, et nous, nos produits qu'on fait. Et ce n'est pas que ce qu'on produit. Il y a aussi dans la façon de le produire. Donc ici, finalement, tout ce qu'on va sortir va jouer sur les émotions. Tout à l'heure, ça va tout de suite engranger de la peur. Est-ce que je mets les essuie-glaces ou est-ce qu'on y arrive? Est-ce que je mets les phares ou la clim? Donc l'idée là, c'est que tout ce qu'on va produire va engendrer une certaine émotion et pas seulement au moment où on va utiliser le service, c'est au moment où on va la concevoir aussi. OK? Donc en parlant de ces émotions-là, pour reconnecter vraiment sur l'importance de la culture, est-ce qu'il y en a parmi dans la salle qui ont des connaissances, qui ont déjà subi des oppressions au travail? OK, gardez les mains levées. Est-ce qu'il y en a dans la salle des personnes qui ont déjà subi des injustices au travail? D'accord? Et est-ce qu'il y en a dans la salle, gardez les mains levées, est-ce qu'il y en a dans la salle des personnes qui ont déjà des connaissances ou des proches qui ont déjà vécu un burn-out? Voilà, il y a assez de mains levées pour qu'on cause en fait de la culture. C'est lié à la culture dans laquelle on est. OK. Maintenant que c'est dit, à votre avis, est-ce que la culture est mesurable? Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, moi aussi j'étais comme vous. Je me suis dit oui, c'est quelque chose d'intangible, effectivement. Mais en 88, il y a un docteur en psychologie, donc il a étudié sur l'avionique, la sécurité dans les avioniques, et il a étudié en fait toute cette notion d'organisation. Et vous verrez tout à l'heure, donc là, la loi de Pareto, effectivement, dans la vie réelle, on a en informatique, on utilise la loi de Pareto, donc rien à voir avec Ron Westrom, mais voilà, c'est vraiment cette notion de 20% de tout puissant et 80% d'empathique, en fait, la plupart du temps. Cette blague, elle passe pas du tout, en fait, à chaque fois que je la fais, je pense que je vais la retirer. Ron Westrom, pour revenir à lui, il a du coup classifié les cultures en 3, donc en pathologique, en bureaucratique et générative. Et c'est tiré du livre Accelerate, je ne l'ai pas inventé. Donc c'est une étude scientifique en fait sur tout ce qui se passe autour du DevOps, c'est super intéressant. Et il a classifié ces 3-là. Donc finalement, on va les parcourir. Une culture pathologique, ça va être quoi? Ça va être une culture en fait à la gloire du leader,
Donc, vous voyez vraiment, vous voyez César, Ave César, voilà. C'est vraiment cette notion de, il y a un tout-puissant, effectivement. L'information, c'est le pouvoir. Et du coup, il a plein pouvoir, en fait. Il va chercher à avoir les meilleures idées. Et quand on veut monter dans la hiérarchie, ben, on essaie d'avoir une idée un peu mieux que le voisin d'à côté. Donc, finalement, on a vraiment cette notion de silo en compétition, d'accord, des silos qu'on a forcément créés, d'accord, et où, quand tu fais une erreur, bah, fausse au lion, d'accord. On a besoin d'un coupable, en fait, quand il y a une erreur. Voilà, la nouveauté égale danger. La slide ne dépasse pas, mais bon, c'est un détail. Nouveauté, danger, c'est quoi? C'est que ben, quand on va amener de la nouveauté, on va dire en Angleterre, on bosse comme ça, ce serait pas mal si on expérimentait. Et tout de suite, c'était dangereux, toi. On est en France, là, on a une culture francophone, tu n'emmènes pas ça, on ne mélange pas. Finalement, la nouveauté, il faut la tuer parce que finalement, ça va rejoindre cette notion de bataille de pouvoir, en fait. Et après, on va retrouver tout ce qui est KPI pastèque. Donc, KPI pastèque, c'est vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Okay, tout a l'air bon, mais en fait... parce qu'on a peur de dire qu'on s'est gouré quelque part. Du coup, on va enrober avec des slides ou des trucs. Et, on va essayer de masquer ça, en fait. On a peur de partager les mauvaises nouvelles. Une culture bureaucratique, c'est une culture où l'information, elle est normée, où il y a une certaine notion de hiérarchie, en fait. Donc, la hiérarchie, il faut qu'on la respecte, il faut escalader pour avoir des actions. On ne peut pas avoir de la réactivité. Ben, tu n'as pas envoyé le mail à son manager, parce que si tu envoies le mail au manager, tu auras une réponse directe dans l'heure. Des phrases comme ça. Il y a le côté, je ne veux pas prendre la responsabilité. Donc, bien sûr, ici, en termes d'erreur, on est encore dans cette notion de à qui la faute. Certes, ça ne tue pas, mais on est objectivé là-dessus, on est objectivé sur autre chose. Et du coup, on n'a pas besoin de travailler plus. Ça parle, ça fait écho. OK. Donc, l'idée ici, c'est que je vais prendre le moins de responsabilité possible. Vous vous souvenez Astérix? Il monte au 202e, puis il redescend. Non, c'est pas nous, puis il redescend. Puis c'est jamais quelqu'un. Donc, on voit ça dans les tickets de support, par exemple. Qui a déjà envoyé un ticket de support qui a été... OK. C'est connecté à la réalité, ce que je dis là. Hein. OK. Les nouveautés, genre tu arrives en conférence et puis tu reviens demain, tu dis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qu'on pourrait appliquer ici. Ouais, ça a l'air beau, encore toi avec tes yeux qui sont pleins d'étoiles, mais c'est pas chez nous. On n'a pas de budget, on n'a pas le temps, on n'a pas la ressource. Il y a toujours une excuse en fait, effectivement, pour pas apporter de nouveautés. Alors la nouveauté c'est bien, on le reconnaît au moins. Contrairement dans une bulle générative, c'est à la mission de l'organisation. Donc là, c'est vraiment cette notion de on est tous dans le même bateau en fait. D'accord? Donc, vous voyez le côté tout le monde rame. D'accord? Il n'y a pas un qui ne rame pas. Tout le monde rame. On a la responsabilité qui est partagée. Et l'idée, c'est que on s'autorise. Donc, le H, il n'est pas anodin ni innocent. On s'autorise à avoir des erreurs parce qu'on est humain. Et après, on est vraiment dans cette notion de culture d'apprentissage. L'information, elle est poussée aux personnes qui sont les plus aptes à les traiter à l'instant T. Bien sûr, il est vrai que, en fonction du contexte, on doit adapter. C'est-à-dire que dans un contexte militaire, si je prends ça par exemple, dans un contexte militaire où on est face à un régiment de 150 personnes, on est obligé d'être un peu plus directif, donc d'être un peu plus dans le côté pathologique. Par contre, dans une structure militaire où on est en face de commandos d'élite qui savent ce qu'ils font et qui doivent faire leur mission, on leur donne l'objectif, on est plus dans cette notion de bulle générative. Donc je fais exprès de prendre cette notion dans le militaire, puisque finalement on retrouve les deux paradoxes qui peuvent coexister. Et donc dans nos entreprises, nos organisations, ces deux paradoxes peuvent aussi coexister. Mais l'idée, c'est que quelque part, on arrive plus à cette notion de plus performant, tel qu'on l'a vu avec Rework de Google tout à l'heure, en fait, comme quoi il y a plus une sécurité psychologique ici, puisqu'on est en partage de responsabilités, on est en partage les conflits sont gérés ensemble, il y a des conflits, il y aura des conflits, mais la façon de gérer les conflits, elle est saine et elle est gérée ensemble. Et après, l'idée, c'est que performance au sein de Google, mais moi j'ai envie de dire
dans une organisation qui est épanouissante. Donc, ça revient à l'étude de l'MIT qui disait respectueux de qui l'on est, respectueux des avis. Comment tu appelles ça, les expérimentations sont encouragées, etc., etc. OK pour vous? Bah, si c'est OK pour vous, qu'il n'y a pas de questions jusque-là, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai peut-être assez parlé. J'ai peut-être assez parlé. Pardon pour les personnes en ligne, j'ai fait un gros tam-tam. Là, c'est à votre tour, en fait. Donc, je suis désolé pour les personnes en ligne, mais c'est la partie un peu atelier de cette conférence. Vous allez choisir une personne que vous ne connaissez pas idéalement, donc idéalement derrière vous, donc le binôme derrière vous. Vous allez, du coup, échanger avec cette personne 2 fois 2 minutes, donc en temps contraint. Normalement, j'ai un petit truc pour faire du bruit, et quand vous entendrez ce bruit-là, donc en mode interview, l'un interview l'autre, et après, quand vous entendrez le bruit, vous allez intervertir. OK pour tout le monde? Donc 2 fois 2 minutes sur, du coup, comment est-ce que vous pourrez faire pour passer d'une colonne à une autre? Maintenant que vous êtes sensible à tout ça, est-ce que vous l'avez déjà vécu? D'accord? Et si vous l'avez déjà vécu, quelle est la recette que vous avez appliquée? Si vous ne l'avez pas encore vécu, qu'est-ce que vous pourrez mettre demain en place pour passer d'une colonne à une autre? Est-ce que les consignes sont suffisamment claires? Le binôme derrière vous, et l'idée, c'est d'échanger sur ce que vous venez d'apprendre là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça fait écho? Comment allez-vous passer d'une culture plus épanouissante? C'est parti. Finir la batterie, mais recharge-le pendant que... OK, merci. OK.
Ça se passe bien? Super. Merci. Ça te dérange de me filmer après? J'ai plus de batterie. Non, mais je vais continuer avec le mien. Ouais, merci. Je te fais une note de frais. Ça prend du temps de changer une culture. Hein. Donc ça, c'est pas un truc de secte. Je sais pas si on vous l'a déjà expliqué. On l'a expliqué? Ouais. Que c'est le diaphragme qui fait que... Et du coup, les autres, ils se disent, mais pourquoi ils lèvent la main? Et du coup... Ok. Est-ce que ça clique? Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'il y a une ou deux idées qui seraient intéressantes à partager en grand groupe, avec l'accord de l'autre personne, que vous avez trouvé original ou surprenant? Personne n'ose? Ça va venir, ça va venir. Demande à Yad. Merci, Manu. Donc, on a vu cette notion de sécurité psychologique. On a vu qu'effectivement, ça produit à l'image de notre organisation. On a vu qu'effectivement, sans la culture, on ne pourra pas effectivement atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés, donc objectifs annuels, d'accord? Là, c'est aussi l'idée de se dire, si on fait une refonte ou si on repart à zéro, parce qu'il y a des moments où on dit, vas-y, on fait une refonte, on repart à zéro. Si on ne change pas la culture qui a produit un logiciel de merde, ben on va refaire un logiciel de merde. Ouais, celle-là, elle passe pas trop non plus en conférence. Mais voilà, je sens que ça fait... Ouais. On a vu du coup qu'il y a une culture partout, dès qu'il y a une organisation de personnes. Donc, à un moment donné, dans nos entreprises, même dans chaque équipe, il y a une culture, effectivement, qui n'est pas la même que dans l'équipe d'à côté. Mais on se rend compte qu'une équipe, en fait, c'est un ensemble de personnes. Et ces ensembles de personnes, ben, ils ont des émotions, une personnalité. Donc, comment est-ce que, finalement, tout ça s'articule, en fait? Parce qu'on a la culture, mais on a aussi chacun a sa personnalité. Donc, si vous ne l'avez pas compris, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans cette partie pour soi. Et pour cette dernière partie, permettez-moi de vous introduire une petite histoire. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de deux villages, là. Ils se sont dit, les maires, ce serait pas mal quand même qu'on construise un pont qui va relier nos deux villages, histoire qu'on partage des bénéfices touristiques, la logistique des marchandises, c'est plus intéressant, etc., etc. Et ils se disent, OK, on va construire un pont. C'était la vision. Et l'idée, c'est qu'on va se répartir les charges. Tu donneras une équipe A, je donnerai une équipe B. Et l'idée, c'est que on va co-construire quelque chose. OK. Le pont, jusque-là, c'est facile. L'équipe A a tout de suite visionné le pont comme ça, commencé à dessiner, commencé à faire les plans, etc., à l'image de notre belle région avec des collines, des vallons, etc. Ça fera un petit clin d'œil à San Francisco, vous verrez, ça va être génial. Et l'équipe B, ils ont visualisé le pont avec des plans, tel matériau qu'on va utiliser, la spécification exacte c'est tant, le rayon, on va en prendre tel, parce que du coup, on va en mettre 5 pour que ça supporte les poids lourds aussi, etc., etc. Et donc, vous voyez où l'histoire arrive? Ouais. Il n'y a jamais eu de pont, en fait. Parce qu'effectivement, l'équipe A a dit, mais attendez, donc l'équipe A ici, vous ne nous écoutez pas, vous dites que oui, vous partez déjà dans vos spécifications détaillées, on n'a pas encore le rêve. L'équipe B, oui, mais vous partez sur des trucs ni fait ni à faire, c'est même pas spécifié, c'est un gros bazar ici. L'équipe A a dit, bon, je ne me sens pas écouté, faites-le votre pont. L'équipe B a dit, non, c'est trop le bazar, on ne peut pas faire un pont comme ça dans ces conditions-là, on ne peut pas bosser. Il n'y a jamais eu de pont. Mon histoire, elle est fictive, mais est-ce que ça se rapproche à... Vous arrivez à interconnecter avec votre vie de tous les jours, au boulot? Quelqu'un a déjà vécu des trucs similaires? OK. Si je dis, pour ceux qui n'arrivent pas à se décider, la vaisselle? Équipe A, équipe B? Ceux qui mettent le fourchette en haut ou en bas? Les assiettes, il faut qu'ils soient là, mais non, en bas. Le côté des fois, de temps en temps, moi, je casse les silos, du coup, je mets tout ensemble, fourchette, couteau, voilà, c'est prêt. Puis on me dit, non, c'est pas assez trié, il faut trier par couleur. OK, on fait le lien, hein. Je raconte pas de bêtises, en fait. OK. Pour ça, du coup, j'aimerais vous introduire la métaphore des écrivains et des peintres. Donc, finalement, c'est ni plus ni moins
Les peintres, ben, ils vont prendre de la peinture, vont le projeter, puis ça va prendre forme, puis hop, ils bougent par là. Tiens, si je rajoute du jaune, ça va mettre du soleil. Et les écrivains, par contre, ils ont besoin de chapitre 1, grand A, grand B, chapitre 2, grand A, petit 1, petit A, petit B, petit 2. Ils ont besoin de... C'est quoi le plan, quoi? D'accord? Ça, je ne l'ai pas inventé non plus. Quand je suis allé à Flocon, il y a Féline Hermans, en fait, qui, elle enseigne l'informatique au tout petit. Donc, elle a dit... Donc, elle a fait ses études, elle a étudié en fait le comportement des enfants. Et elle dit, j'ai suivi les enfants, plein de générations d'enfants, et il y a des traits de caractère en fait qui se retrouvent enfants et qui sont gardés adultes. Et elle l'a classifié en deux, en Panzers et Plotters. Donc, Panzer, c'est vraiment cette notion de peintre, en fait, improvisateur, qui évolue en faisant. Et les plotters, c'est les personnes qui ont besoin de tout paramétrer, tout analyser avant de faire la première action. D'accord? Jusque-là, ça va. OK. Et nous, ici, est-ce qu'on a cette sécurité psychologique dans cette organisation pour se dire qui est un peu plus jaune? OK, donc évolue en faisant. Qui est un peu plus bleu? Ah, on a une majorité de bleu. On a une majorité de bleu. Qui n'arrive pas à se décider? Ouais. En effet, on est plusieurs couleurs. D'accord? Donc, il y a comme colors, mais il y a plein d'autres outils de définition de personnalité. Mais en fait, en gros, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment mon moi créatif. Donc là, mon moi créatif et mon moi qui est un peu plus analytique. D'accord? Et finalement, dans les deux, vous aurez une tendance qui va se dessiner en fait. D'accord? Peu importe l'outil que vous allez prendre, il y aura une tendance qui va se dessiner. Si vous n'arrivez pas à vous décider, voyez jusqu'à combien vous aimez Excel. Si vous aimez Excel, vous êtes plus par là. OK? Et si vous détestez Excel, il y a des chances que vous soyez un peu plus par là. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous mettre dans des silos. Vous savez, je vois, ça y est, Yad, il va nous mettre dans des cases et tout. Vas-y, on se lève, on se casse parce que ce n'est pas OK dans une conférence. Je ne mets pas les gens dans les cases. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un instant T, on peut être dans une culture dominante qui ne sera pas la même 5 minutes après, parce qu'on aura changé de contexte. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, hein, je ne raconte pas de bêtises, tout le monde était en mode waouh, et là tout le monde est en mode académique, studieux, que j'aime pas, et du coup je vous fais bosser ensemble, d'accord? C'est différentes postures, en fait, vous n'avez pas les mêmes couleurs à ce moment-là, quoi, d'accord? Et même en mode stress et serein, on n'a pas la même couleur. Donc ici, comme colors, en fait, il y a plusieurs couleurs, le rouge toujours dans l'action, le jaune dans la créativité, le vert dans les personnes qui font du PhD, là, qui analysent, qui ont besoin d'analyser, ils ont besoin de temps d'analyse, etc., etc. Et les bleus qui sont plus dans le côté conformiste, et bref, j'en passe. Mais l'idée, c'est ça. Et les enjeux, du coup, c'est est-ce qu'on doit se transformer? Est-ce qu'en tant que bleu, je dois me transformer en jaune? Ou est-ce qu'en tant que jaune, je dois me transformer en bleu? Parce que du coup, oui. Pour s'adapter, ok, c'est intéressant, en effet. Surtout que s'adapter, ça requiert de l'énergie. Et à un moment donné, si je continue en tant que bleu à faire un comportement de jaune, je peux perdre beaucoup plus de temps, en fait. Parce que finalement, ça pompe de l'énergie d'être quelqu'un d'autre, de mettre un masque et de ne pas être soi-même, en fait. Ça pompe de l'énergie, ça. Ça prend du temps. Et après, l'idée aussi, c'est que, de toute façon, le bleu, il a déjà ça en nature, en lui-même. Moi, en tant que jaune, j'arrive, j'essaye de faire comme lui, je risque, parce que comparaison piège à con, je risque de perdre confiance en moi, totalement, en fait. Parce que l'autre, il le fait de toute façon très bien. Donc moi, j'arrive et puis moi, je suis en mode syndrome de l'imposteur parce que j'essaye de faire un truc, en fait. Donc là, je fais vraiment écho aux managers. Est-ce qu'il y a des managers dans la salle? Ouais, c'est par rapport aux entretiens individuels, par exemple. Donc là, l'idée, par rapport aux entretiens individuels, c'est de dire à un bleu, ouais, tu devrais quand même être un peu plus créatif, quoi. Non, le mec, il n'a pas ça dans sa fibre dominante. On ne peut pas lui demander d'être créatif, sinon on l'envoie directement en burn-out. Parce qu'à un moment donné, finalement, le mec, la personne, il pourra pas, il va brûler beaucoup d'énergie pour être quelqu'un qui ne l'est pas. Pareil, un jaune, quand on va lui demander, ce serait pas mal, tu atteins les objectifs, mais ce serait pas mal si tu sois un peu plus organisé. On va te faire une formation d'organisation, que tu apprennes Excel, en fait.
Ça n'envoie pas du rêve, en fait. Mais je suis objectivé par ça, parce que mon manager l'a dit. D'accord? Donc là, j'interpelle vraiment les managers là-dessus, comme quoi, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Là, l'idée aussi, c'est qu'on est toujours dans cette notion de comparaison. Hein. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sera jamais aussi bon que l'autre. D'accord? L'autre, il va dépoter. Et pourtant, ça existe aussi dans des organisations où il y a déjà une synergie jaune et bleue. Vous faites le lien? T'entends, vous avez ouais, moi j'aime bien bosser avec ce collègue-là parce qu'on fit bien. On ne sait pas pourquoi, mais ouais, on fit bien, on se comprend. On n'a pas tout le temps la même vision des choses, mais on fit bien. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais. Je ne dis pas des bêtises là, c'est vraiment du quotidien ce que je raconte. Hein. Comme quoi, il y a effectivement, mais qu'est-ce qui fait ce fit-là? Et puis, est-ce que c'est tout le temps la même dynamique au début, au milieu ou en fin de quelque chose? Donc, dans tous les étapes, est-ce que il y a des étapes différentes quand on commence quelque chose, quand on est au milieu de quelque chose et quand on est en fin de quelque chose? Est-ce que c'est tout le temps la même dynamique en fait? Et c'est ce que je vous propose d'explorer avec moi là. Donc là, il y aura un petit choc de culture, d'accord? Mais comme tout choc de culture, il suffit de demander, c'est quoi derrière le truc? Derrière le truc, on va découper ensemble. En fait, il y a différentes phases. Donc, dans la phase de vision, idéation, la phase de structuration, la phase de dernier préparatif, puis après, quand on va exécuter, dérouler. Après, il y aura une phase de bilan et il y aura une phase de nouvelle vision. Et ça va marcher. On va prendre l'exemple perso de partir en vacances, l'exemple un peu plus événementiel de Agile Tournante, par exemple, Agile Tournantais. Et le troisième, c'est durant une itération, puisqu'on est dans quelque chose d'agilité. Bon, sprint, si vous voulez le terme. Mais on est dans une itération, on n'a pas les mêmes comportements au début qu'à la fin. Donc finalement, dans une étape d'idéation, ça va être les jaunes qui doivent prendre le lead. Donc à un moment donné, là, on est vraiment dans l'étape de tiens, on va faire un truc grandiose, on va partir au pôle Nord, expédition avec les enfants en bas âge et tout ça et tout ça. C'est vraiment... on a plein d'étoiles. C'est pas à ce moment-là que le bleu doit se réveiller pour dire c'est pas pragmatique. Ce sera impossible. À ce moment-là, le bleu, laisse-les créativer, laisse-les refaire le monde, laisse-les partir en live. Puis ça se trouve, ça va nous emmener un objectif ambitieux qu'on n'aurait pas imaginé avant, en fait. OK ? Puis après viendra la phase de structuration. Dans la phase de structuration, de toute façon, le jaune, il va se calmer. Ouais, effectivement, le road trip en Patagonie avec les 3 gosses, peut-être qu'on va faire juste un road trip au sud de la France ou en Dordogne, c'est OK aussi. Le jaune, il va se structurer, il va se canaliser tout doucement, en fait. Donc, à ce moment-là, le bleu, il se réveille. À ce moment-là, la personne bleue, elle sait exactement quels sont les deadlines avec le budget défini, avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qui peut rentrer maintenant et qu'est-ce qui sera dans la prochaine. Dès que vous énoncez une idée, de toute façon, le bleu, il sait ce sera faisable ou ce ne sera pas faisable maintenant, peut-être plus tard. Mais il le sait déjà, il l'a déjà classifié. Ils sont très forts en tri, en fait, les bleus. Et c'est ça qui est cool, en fait, parce qu'ils arrivent à te trier un truc. Pour toi, c'est un brouillard. Et eux, ils arrivent à avoir une structure. Ils sont très bons du coup, ressources internes. Donc, il y a un tel qui peut réaliser ce truc-là. On peut compter sur lui. Les jaunes, à contrario, donc ils lead aussi, mais ils lead plus sur la partie externe. Ils sont très forts J'ai des connaissances que j'ai trouvées à Agile Tour Nantais, là, qui pourraient nous débloquer, effectivement, ce keynoter-là ou ce budget-là. Donc, si on reprend l'exemple de l'itération pour revenir dans l'agilité, donc là, à un moment donné, on a ouvert le champ des possibles, d'accord? Et puis, à partir de la phase de structuration, on commence à fermer les possibilités. Donc, on ouvre quels sont les feedbacks utilisateurs. On a reçu ça comme feedback utilisateur. Youhou, c'est génial, on a plein de feedbacks utilisateurs, mais on ne pourra pas tous les faire. Donc, on commence à prioriser, en fait. Qu'est-ce qui s'aligne à notre vision? Qu'est-ce qui, effectivement, rentre dans nos capacités à faire? Qu'est-ce qui est soutenable? Donc, on rentre vraiment dans cette notion d'agilité. Puis, vient cette notion de dernier préparatif. Et donc, au moment des derniers préparatifs, là, le bleu, il lead totalement. Là, on est dans sa zone de compétence, sa zone de confort. Il est très fort en planning, en organisation. Toi, tu fais ça, tac, 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 tu vas faire ça. On a la roadmap, on a la to-do list. Le jaune à côté, c'est à ce moment-là qu'il doit... C'est pas à ce moment-là que le jaune y arrive. Et si... Et on pourrait aussi... Non, c'est fini. Pense tu notes et ce sera la prochaine itération. Parce qu'en fait, là, l'idée pour un événementiel, par exemple, ça va être
Et si on rajoutait un spectacle de Chip and Dale à la fin? Enfin, si on rajoutait des feux d'artifice à la fin, si vous n'aimez pas la blague tout à l'heure. Non, on est déjà dans les derniers préparatifs. Du coup, on ne change pas les plans, on va dérouler ce qu'il y a dans les plans. Par contre, toi, en tant que jaune, ce que tu peux faire, c'est aller gérer les impondérables. Tout ce qui est fournisseur en retard, tout ce qui est budget, enfin pas plus budget, mais tout ce qui est un incident, où on est très fort à gérer les incidents en fait, d'accord. Et ça, on va continuer dans la phase pendant. Dans la phase pendant, on est vraiment en support. Donc même si on est manager, on va descendre en dessous du bleu, sous l'autorité du bleu, parce que le bleu, il saura dérouler le plan à merveille en fait. Donc il saura vraiment envoyer, parce que là, on va envoyer. Donc là, le jaune, il va vraiment être en fonction support, en fonction, je gère les imprévus, parce qu'il y aura toujours des imprévus. Pour l'anecdote personnelle, par exemple, on est parti en vacances et la voiture, elle est tombée en rade entre deux locations. D'accord? On était en Espagne, on ne parlait pas un mot d'espagnol, et moi, c'était l'aventure, en fait, parce que moi, je suis jaune, hein, si vous ne l'avez pas encore compris. Moi, je suis jaune, la voiture est tombée en rade, et moi, c'était partir à l'aventure pour sauver les vacances. Ma femme, elle s'est décomposée parce qu'elle a une grosse partie bleue, en fait, et à un moment donné, elle dit, les bleus, ils n'aiment pas les problèmes en cours de route. Donc moi, j'ai dit, t'inquiète, va à la plage, décompresse, je reviens avec la voiture réparée. Effectivement, c'était l'aventure. On peut en parler après, mais sinon, les jaunes, ils sont très forts là-dedans. Donc envoyez-les là-dedans, gérer les problèmes, en fait, ils sont très forts. Et puis, à la phase de bilan, on va leader ensemble, en fait. Donc là, on est vraiment dans cette notion de rétrospective, d'accord? Dans la rétrospective, les bleus, ils sont très forts en analyse chiffrée. Ils vont te faire en Excel des tableaux croisés dynamiques, tu n'as rien compris, tu es là, waouh, ouais, tu fais ça et tout de suite, ça te met à jour. Ouais, et toi, tu n'arriveras jamais à le faire, même en une vie d'apprentissage. À côté, les jaunes, ils sont très forts en récolte de feedback. Oui, verbatim et tout ça, on va voir les gens. Oui, t'as pensé quoi de la conf là? Ouais, ben, il a envoyé du rock et tout, ouais, c'est indécent, etc., etc. Les jaunes, ils sont très forts là-dessus, en fait. Donc, en termes de récolte de feedback, en termes de réseautage, donc sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, il y a plein de jaunes, en fait, qui se manifestent. Les bleus, ils sont bien là, mais ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Par contre, pour structurer des documents, faire remonter des mesures, etc., eux, c'est, ouais. Donc, riche de ces analyses chiffrées et de ces choses, de ces frustrations qu'on a gardées sous le coude, on repart sur une nouvelle idéation. Et là, le bleu, il se met en repos total. Et là, il laisse créativer. Et là, les jaunes, toute la frustration accumulée des et si, là, on les ressort en fait ici. D'accord? Avec l'analyse chiffrée qui montre qu'effectivement, on peut se permettre parce qu'il manque de budget, il reste de budget, etc., etc. Voilà la dynamique autour de tout ça. Ça vous parle mieux du coup? Donc finalement, l'idée, c'est quoi? Finalement, l'idée, c'est vraiment cette notion de quel trait de caractère, en fait, on va mettre en avant ou pas. D'accord? On a tous un côté un peu plus créatif, on a tous un côté un peu plus analytique, mais l'idée, c'est à un moment donné de le mettre en avant. Pas mettre les gens dans les cases, c'est est-ce que c'est pertinent de le mettre en avant à ce moment-là? Bien sûr, ça ne marche pas s'il n'y a pas quelques prérequis. Prérequis numéro 1, c'est de savoir accepter le défaut de l'autre. Savoir apprécier le défaut de la qualité. Donc là, l'image, elle parle bien. Dans un couple jaune-bleu, par exemple, on devra, en tant que bleu, apprécier le coup de folie du jaune. Donc en parlant des vacances tout à l'heure, on est arrivé, puis il y a un super spot. J'ai regardé là vite fait ce matin, il y a le plan qui est partir par là, mais juste à 5 minutes de marche de là, juste marcher un peu, il y a un super spot, on peut se poser, pique-nique, ça va être génial. Et c'est véridique ce que je dis là, hein. C'est pas juste pour faire beau dans une conférence, c'est dans les gorges du Verdon. Et puis à un moment donné, on a fini par tous se baigner. Et, enfin, c'était le plus beau souvenir des vacances finalement. Donc il faut que le bleu sache apprécier ses coups de folie. Et le jaune, il faut qu'il sache apprécier les qualités du bleu. Comme quoi, ben, on est sûr et certain avec un bleu qu'on ne va pas manquer de PQ quand on va partir en camping. Et ça, c'est cool. Alors si l'exemple, il est un peu, voilà, le gars, il est olé, vraiment, c'est pas possible. On peut prendre le plan. Par exemple, on fait une co-animation, on va faire une co-animation, les personnes jaunes vont être dans l'improvisation, etc. Les personnes bleues, eux, ils vont être super forts en,
Tu vois, à un moment donné, tu as improvisé un truc, et puis à un moment donné, le plan, il est là, il est à dispo. On a un peu on est sorti du plan, puis non, mais t'inquiète, il est là, voilà le plan. Stéphanie est là pour. Elle est super forte. Elle sort le plan, et puis non, mais t'inquiète pas, Yad, voilà, on est là, et on peut dérouler là, là, là. Et tout d'un coup, c'est super chouette, en fait, d'avoir un bleu à ses côtés, à ce moment-là. Et puis, il faut aller un peu vers l'autre, aller un peu vers la façon de faire de l'autre. D'accord? Donc, par exemple, si on revient sur l'histoire de la vaisselle, OK, c'était allé, là, j'ai le tournelantais, effectivement. Bah, quand tu reviens de là, bah, je fais la vaisselle. Et donc, apprécier que j'ai fait la vaisselle, même si ce n'est pas parfait. Il est fait. Pas parfait, mais fait. Pareil, commencer à leur faire un petit bout d'Excel, puis dire, bah oui, on a commencé un petit bout d'Excel, il ne sera pas parfait comme toi, tu sais le faire, mais si tu appliques ta magie là, peut-être que... OK? Aller un peu vers la façon de faire de l'autre. Et enfin, le dernier prérequis, c'est d'accepter d'être soi-même. Donc encore le clin d'œil manager, détecter quel est le soi-même des personnes sur lesquelles ils peuvent dépoter. Parce que finalement, moi, quand je vais dépoter dans quelque chose, quand je sais que je suis bon dans quelque chose, ben non seulement je vais être super content de le faire, mais j'aurai l'agnac et je vais te le faire, mais ça va envoyer quoi. Et du coup, il y aura performance, etc., etc., etc. OK? Est-ce qu'on arrive à faire le lien du coup avec tout ça? Sécurité psychologique, comportement, culture, être soi-même avec ses différents traits de caractère. Finalement, la culture, c'est la somme des comportements d'une organisation. Et elle est définie par le pire comportement que les leaders tolèrent. Cette culture. Et vient se poser la question du coup de leader, es-tu là? Et effectivement, il y a les bons, le bon, la brute et le truand. Donc la brute là, c'est Steve Jobs, sans nommer l'autre, parce qu'en fait l'idée c'est que un mauvais leader va tuer la sexualité dans votre couple. Bon, ça passe pas non plus. S'il vous fait bosser tout un week-end parce qu'il faut rattraper la feature, parce qu'il a payé 44 millions, bref, billions, c'est un mauvais leader, parce que du coup, ça va casser en fait votre rythme vie privée, vie pro. Et lui, il était pas bon du tout là-dedans. Il était un super innovateur, Steve Jobs et tout. Mais par contre, leurs équipes ne voyaient pas leur famille pendant quelques semaines. Et ce n'était pas OK non plus. Et il y a pire. Il y a donc El Faro, c'est une histoire vraie. On était dans une culture pathologique et bureaucratique. Et à un moment donné, personne n'osait prendre les responsabilités. On avait un leader qui était con comme ses pieds avec plein d'ego. Et du coup, le bateau, il a foncé droit dans un ouragan, sans que, du coup, ils aient fait quoi que ce soit, en fait. Ils savaient qu'ils fonçaient dans un ouragan, mais personne ne voulait prendre la responsabilité parce que le leader a dit que. OK? Donc, ça peut être dramatique. Donc là, un mauvais leader tue. Point. OK? C'était la minute émotion. Qu'est-ce qu'un bon leader? Du coup, finalement, tout le monde a vu les figures de l'ombre? Ouais. Finalement, c'est vraiment cette notion de ici à la NASA, on pisse tous de la même couleur. Et finalement, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment, on est en 1960, hein, on n'est pas encore dans la lutte égalité homme-femme, hein, loin de là, on n'est même pas, on est à fond dans tout ce qui est apartheid et tout ça. Et pourtant, on a la mission commune d'aller sur la Lune. Et du coup, lui, alors oui, c'est Hollywood et tout ça, mais ça illustre effectivement cette notion de posture de leader. Et vous allez me dire, où sont les leaders? Les leaders, ils sont là, en fait. Ils sont déjà là, les leaders, en fait. Après, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de prendre des copains de leaders, parce qu'on est, à un moment donné, tout seul. Il ne faut pas partir tout seul en mode super-héros, c'est bien. Mais l'idée, c'est de prendre, du coup, quelqu'un... Alors, la courbe de la diffusion de l'innovation, tout le monde connaît? Non? 3 minutes qui me restent? Ça va être chaud. Surtout qu'ils ne connaissent pas la courbe de diffusion de l'innovation. L'idée, c'est quoi? C'est que dans toute innovation, en fait, l'idée, c'est il y aura des visionnaires, il y aura des adopteurs précoces, et puis il y aura des... Là, on va toucher le gros du morceau, le cœur de métier. Donc, pour un changement de culture, l'objectif, effectivement, c'est là, mais le focus, il doit se poser ici. Le focus, il doit se poser sur les personnes qui vont vous accompagner, qui vous disent oui dans les conférences, ils sont oui, etc., etc.
Donc, ne pas partir tout seul et faire des petits pas. Pourquoi? Pour être dans cette notion de consistance. Donc, avec les leaders que vous aurez choisis, vraiment faire des petits pas. Et c'est là on rentre dans toute cette notion d'agilité, petit découpage en silos, etc. Et incarner finalement cette notion de leadership. On n'aura pas le temps d'échanger, mais vous pourrez continuer à la pause. Par contre, moi, je voulais vous laisser. Donc là, si vous voulez prendre la photo, c'est ça, pour l'essence même de cette conf. On a combien de minutes pour les questions là? 1 minute? Allez, une question en 30 secondes? Non, pas de questions, c'était limpide? Un rôti? Moi, avant de faire le rôti, je voulais vous laisser avec ça. Nelson Mandela, il a dit qu'il faut rendre les gens importants pour pouvoir vraiment favoriser la collaboration. Et il a été vraiment une figure de leadership qui est important, qui a permis de changer toute une culture. Et ce n'est pas parce que ça prend du temps que ce n'est pas en train d'arriver quand vous allez revenir dans votre chez vous. Voilà, rôti. Voilà pour moi.